À Addis Abeba en Éthiopie se tient depuis ce matin le deuxième sommet africain sur le climat. 45 chefs d'État et de gouvernement participent à ce sommet aux côtés de plus de 25 000 autres participants. L'objectif est de préparer le continent aux grands sommets internationaux sur le climat. Et puis nous irons dans ce journal en République démocratique du Congo avec la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Il s'est rendu à Béni et dénonce les blocages imposés à la MONUSCO par les insurgés. C'est tout pour les titres que nous développerons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le deuxième sommet africain sur le climat s'ouvre ce lundi 8 septembre au centre de conférence internationale d'Addis Abeba en Éthiopie en partenariat avec l'Union africaine. Jusqu'au 10 septembre, 45 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, ainsi que plus de 25 000 militants, représentants d'entreprises et d'institutions. Une étape pour clarifier les priorités du continent avant les grands rendez-vous internationaux à venir, à savoir l'Assemblée générale de l'ONU, G20 et COP en fin d'année. Alors que le changement climatique coûte déjà aux pays africains en moyenne 2 à 5% de leur PIB chaque année et que d'ici à 2030, jusqu'à 118 millions de personnes parmi les plus pauvres du continent pourraient subir sécheresse sévère, inondations et chaleur extrême, selon l'Organisation mondiale de la météorologie, le continent veut aussi montrer qu'il est source d'innovation et de solutions. L'Afrique ne veut plus seulement subir la crise climatique et son ambition est d'en faire une opportunité économique. Le continent détient 60% du potentiel solaire mondial et près de 40% du potentiel global en énergie renouvelable et son sous-sol regorge des minéraux essentiels à la transition écologique. L'Afrique pourrait en tirer un grand bénéfice et devenir un leader mondial de la transition, mais l'Afrique ne peut pas rester passive, estime Iskander Erzini Vernois, qui dirige l'initiative pour le climat et le développement, un think tank marocain. À cet effet, elle doit être coordonnée et c'est un des enjeux ici à Addis Abeba. Pourtant, le continent ne reçoit que 2% des investissements verts internationaux freinés par des taux d'intérêt trop élevés et écrasés par le poids de la dette. L'Afrique milite et continuera à militer en faveur d'une réforme de l'architecture financière internationale, soutient Iskander Erzini Vernois. Ce sommet est donc l'occasion de lancer un appel pour un système financier plus juste et plus équitable qui soutiendrait l'Afrique dans ses efforts en matière d'action climatique. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a bouclé dimanche 7 septembre une mission de 5 jours en République démocratique du Congo. Son déplacement l'a notamment conduit à Béni, devenu chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu depuis la prise de Goma par les rebelles du AFC M23. Lors d'une conférence de presse dans cette ville, il a dénoncé les entraves imposées par les insurgés à la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, dont les autorités congolaises ne réclament plus le retrait en raison de la grave dégradation sécuritaire. Si Kinshasa n'aimait plus la mission onusienne sous pression, c'est désormais la rébellion qui limite son action à Goma, dans l'est de la RDC. Une situation jugée inacceptable par le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix. Des restrictions des libertés de mouvement, des restrictions au titre de la fourniture de ce qui permet à nos collègues de subsister. Ces pressions sont inacceptables. Notre intention, c'est de faire ce qui sera possible pour lever ces restrictions. À ce blocage s'ajoutent les difficultés financières. Les missions de paix de l'ONU subissent d'importantes coupes budgétaires, notamment sous l'impulsion des États-Unis. Dans ce contexte, la MONUSCO, dont les moyens devraient être réduits, voit son rôle paradoxalement renforcé par la crise sécuritaire et politique en RDC. Jean-Pierre Lacroix appelle les États membres à une position claire et cohérente. Ceux-ci votent des résolutions qui soutiennent la MONUSCO. La résolution 2773, la dernière en date, contient un langage très proactif sur le rôle que joue et qui pourrait jouer la MONUSCO.
Les déclarations adoptées à Washington en présence de plus hautes autorités américaines contiennent également des éléments positifs et favorables au rôle de la MINUSCO et au rôle qu'elle pourrait jouer dans l'avenir. Un rôle accru. Nous attendons une cohérence. Nous avons ces expressions de soutien à la MINUSCO. Ces expressions doivent être accompagnées d'un soutien financier compatible avec ces expressions de soutien politique. Concernant le processus de paix, le haut responsable onusian des opérations de maintien de la paix a averti contre le risque d'un enlisement et a insisté sur la nécessité des résultats concrets sur le terrain. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a un nouveau président réuni ce dimanche 7 septembre à Sipopo, en Guinée équatoriale. Les chefs d'État de la CEEAC ont porté à ce poste l'ambassadeur burundais et ex-chef de la diplomatie de son pays, Ezekiel Nibigira. Il dirigera l'exécutif de l'organisation pendant les 5 prochaines années. Il succède à l'Angolais Gilberto Verissimo, dont la gestion a été très décriée. C'est le résultat majeur. Ce 7 septembre, du sommet de la CEEAC, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le changement à la tête de la commission de cette organisation. Docteur en administration des affaires et finances, Ezekiel Nibigira est une figure de premier plan du parti présidentiel burundais CNDD-FDD. Le Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie. Il a occupé des postes de premier plan depuis près de 20 ans. Président de la Ligue des jeunes de son parti, député, ambassadeur au Kenya, ministre des Affaires étrangères, puis ministre chargé de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est jusqu'en juillet dernier. Tout juste réélu député, il prend désormais la direction de la commission pour un mandat de 5 ans. Les chefs d'État lui ont immédiatement fait prêter serment, mais sa mission s'annonce lourde. Il devra restaurer la crédibilité d'une commission critiquée, notamment pour sa gestion, poursuivre le processus de réforme institutionnelle lancé en 2015 et, surtout, suivre de près la situation sécuritaire dans la région, en particulier l'Est de la République démocratique du Congo. Une tâche délicate alors que son pays, le Burundi, allié de la RDC, entretient des relations tendues avec le Rwanda. Kigali a d'ailleurs quitté la CEEAC en accusant l'organisation d'être alliée sur Kinshasa. Au cours du sommet de ce 7 septembre, les dirigeants ont reçu un rapport sécuritaire et humanitaire sur la crise dans l'Est de la RDC, où plusieurs territoires restent occupés par un groupe armé soutenu, disent-ils, de l'extérieur. Au moins 72 soldats avaient été pris en otage dimanche dans le département du Cauca, une zone du sud-ouest de la Colombie, contrôlée par une guérilla et infestée par le narcotrafic selon l'armée. Quelques heures après l'annonce de leur enlèvement, l'armée colombienne a annoncé en avoir libéré 27, 47 étant encore toujours en captivité. L'armée colombienne fait état de l'extraction de 27 militaires, tandis que les 40 autres restent privés de liberté dans le département de Cauca, au sud-ouest de la Colombie. L'armée maintient sa présence dans la zone, prend des mesures pour rétablir l'ordre et assurer le retour du personnel qui avait été enlevé, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Une source militaire a confié à l'AFP que la prise d'otages s'était déroulée durant l'après-midi, dimanche sans plus de précision. Les enlèvements des militaires et policiers sont fréquents en Colombie et sont souvent des faits des paysans contraints ou manipulés par des groupes armés dans des zones où la présence de l'État est faible. Selon les médias locaux, la prise d'otages de dimanche a eu lieu au cours d'une opération militaire dans le canyon du Mikaï, une enclave où est produite de la cocaïne et où opèrent des bandes criminelles et l'état-major central, une branche dissidente des ex-forces armées révolutionnaires de Colombie, dirigée par Ivan Mordisco. Quelques 600 personnes ont alors entravé cette mission de contrôle des routes utilisées pour le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale, a indiqué l'armée. Libérez les soldats, ils pourraient être vos fils. Les enfants de Colombie doivent s'embrasser et suivre à leurs parents, a imploré sur les réseaux sociaux le président colombien Gustavo Petro. Le président de gauche a lancé en 2024 une offensive pour reprendre le contrôle de cette zone, mais il est heurté à une forte résistance de la population locale. Dans ce même secteur, 57 soldats ont été retenus en juin puis secourus quelques jours plus tard grâce à une intervention militaire.
Fin août, 33 soldats ont été libérés après avoir passé 3 jours en détention dans le département de Guyaviare. Les autorités avaient fait état initialement de 34 soldats pris en otage, mais ont ensuite réduit ces chiffres à 33. Des attaques attribuées à des groupes armés avaient également fait 18 morts le 21 août dernier. Le Hamas s'est dit ce 7 septembre disposé à reprendre immédiatement les négociations après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Washington. Donald Trump a envoyé un dernier avertissement au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza. L'enclave palestinienne, toujours sous le feu de l'armée israélienne, qui intensifie ses opérations sur la ville de Gaza. Elle y a détruit une nouvelle tour d'habitation, le 3e en 3 jours. Nous avons reçu via des médiateurs quelques idées de la part des Américains afin de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et le Hamas affirme être prêt à s'asseoir immédiatement à la table des négociations, a écrit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. Plus tôt, le président américain Donald Trump avait annoncé avoir envoyé un dernier avertissement au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir averti le mouvement armé des conséquences en cas de refus. Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps pour le Hamas d'accepter également. Ceci est mon dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche 7 septembre une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza et affirmé qu'environ 100 000 personnes avaient déjà quitté la zone. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'1 million de personnes vivent dans et autour de la ville. Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahou n'ont officiellement annoncé jusque-là le début de l'offensive de grande envergure contre la ville de Gaza, approuvée en août avec comme objectif affiché d'en prendre le contrôle, de venir à bout du Hamas et de libérer les otages restants captifs depuis le 7 octobre. Mais l'armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol, dans et autour de la ville, qu'elle présente comme le dernier bastion du Hamas, mais qu'elle affirme désormais contrôler à 40%. Ce 7 septembre, l'armée israélienne a bombardé une nouvelle tour d'habitation de la ville de Gaza, la 3e en 3 jours. Des témoins ont indiqué que le bâtiment a été détruit dans la frappe, qui a fait un mort selon la défense civile de la bande de Gaza. Israël a annoncé le tir de 2 projectiles depuis la bande de Gaza vers son territoire, dans la région de Netivot et dans les communautés proches de la bande de Gaza, selon l'armée. Dans un communiqué, elle a précisé qu'un projectile avait été intercepté et que l'autre était tombé dans une zone dégagée. La branche armée du djihad islamique, un mouvement allié au Hamas, à Gaza, a revendiqué les tirs dans un communiqué. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.